Vous suivez l'émission Au cœur du foyer, votre rendez-vous consacré aux réalités de la famille et de la vie conjugale. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de nombreux foyers, parfois de manière discrète, parfois au cœur des grandes incompréhensions, et ce sont les croyances. Qu'elles soient religieuses, culturelles, traditionnelles ou héritées de nos familles, les croyances influencent notre manière de vivre, d'aimer, d'éduquer nos enfants et de prendre certaines décisions. Mais que se passe-t-il lorsque les membres d'un même foyer ne partagent pas les mêmes convictions? Les croyances renforcent-elles l'harmonie familiale ou deviennent-elles parfois une source de tension ou de conflit? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Wenyam Thomas Dakin-Ouedraogo. Il est promoteur des expressions et des patrimoines culturels. Il nous aidera à mieux comprendre l'impact des croyances sur la vie du couple et de la famille. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bienvenue à Mousso News. Merci beaucoup. Thomas, on va essayer de comprendre déjà la place des croyances dans le foyer. Que faut-il entendre par croyance dans le foyer? Oui, merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde, tous ceux qui suivent Moussa News. Déjà, je renvoie ça sous forme de question aussi. Ici, c'est se poser la question tout simplement dans le couple, quelle religion est pratiquée par le couple ou quelles sont les religions pratiquées dans le couple. Ça peut être une première question. Une deuxième question, c'est comment ce couple arrive à cohabiter à travers une culture ou une tradition différente. Et la troisième question aussi qu'on peut se poser, c'est comment ce couple arrive à vivre avec l'expérience de chacun. Voilà, parce que c'est deux histoires qui se rencontrent, donc deux passés qui se rencontrent. Et la dernière peut être formulée aussi sous quelle vision le couple a, quelles sont les convictions. Donc, je pense que ces trois questions regroupent à peu près l'esprit de la croyance qui peut exister dans un couple. Dans un couple. Parce Oui. qu'on a essayé, dans le cadre de cette émission, de chercher un couple mixte, chrétien-musulman ou musulman-chrétien, mais jusqu'à présent, on n'en a pas eu à Ouagadougou. Je sais qu'il y en a, mais trouver ce couple-là qui va venir nous dire comment ils vivent. De ceux qui prient ou qui partent à l'église et madame qui prie ou qui part à l'église. J'imagine cette cohabitation. Oui, c'est vrai, ça existe à Ouagadougou, c'est souvent même assumé pleinement. Et je ne sais pas pourquoi ça ne le motive pas, peut-être c'est la peur, peut-être de la communication, du côté caméra, peut-être ça les effraie. Et sinon, c'est une chose qui existe fréquemment. Et tout récemment même, il y a eu des mariages où c'est accepté à l'église, c'est accepté à la mosquée, donc je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qui les empêche, On espère malheureusement. qu'on en aura dans Oui. la prochaine saison. Mais est-ce qu'il est important que les conjoints partagent les mêmes croyances? Oui, ici, l'importance, on peut relativiser, hein. Les mêmes croyances, comme je l'ai dit, on peut l'orienter d'abord au côté religieux. Donc, est-ce que c'est bien que vous pratiquez la même religion ou vous ne pratiquez pas la même religion? Et sur ça, on va relativiser toujours. D'accord. Parce que l'idéal, il y a l'idéal. L'idéal, c'est pratiquer la même religion. Maintenant, d'autres vont dire qu'on ne met pas les mêmes œufs dans le même panier. Donc, c'est pour dire que, d'après quelqu'un, l'avantage d'avoir deux religions, de suivre deux religions, c'est que quand l'un est arrivé au jugement dernier, si l'autre là ne disait pas la vérité, bon, qu'on s'appuie sur l'autre. Bon, donc, on peut l'interpréter dans le même sens que lorsque dans un foyer, les deux pratiquent une religion différente, que ça soit dans le sens de la complémentarité. Et là, en ce moment, ça marche très bien. Ouais. Et c'est surtout l'acceptation. Donc, mais on peut pratiquer la même religion, mais ne pas la pratiquer, je veux dire par exemple, chez les musulmans, je peux être musulman, mon mari est musulman, mais il ne prie pas, et moi je prie. Pourtant, de nom,
de façade, on est musulman. Oui, mais si on rentre dans la définition réellement de la religion musulmane, il n'est pas musulman. Il est quoi alors? Ah, mais il porte un nom musulman, mais il n'est pas musulman. Parce que je me dis, c'est comme être catholique, c'est comme être suivre la religion traditionnelle. Tu ne peux pas dire que, par exemple, tu suis la religion traditionnelle, mais tu n'honores pas tes ancêtres. Tu ne peux pas dire que tu es catholique et que, par exemple, tu ne pars pas à l'église ou que tu ne prends pas la communion. Donc, tu ne peux Mais pas être Thomas, il musulman. est dit aussi que Oui. la religion, ou encore Dieu, c'est le cœur. On peut ne pas pratiquer, mais avoir Dieu dans toutes ses actions, avoir la bienveillance, oui, c'est dans toutes ses actions. C'est là où il y a l'univers maintenant de la croyance et de la religion. Donc là, on est croyant, on croit à Dieu. Mais lorsque on rentre dans le sens de la religion, on appartient à une communauté. D'accord. Donc, Dieu, c'est la croyance, donc plusieurs chemins peuvent aller vers Dieu. Okay? Mais la religion, ça, c'est une communauté humaine. Et cette communauté humaine est régie par des comportements et des actions bien déterminés. Donc, tu ne peux pas dire que je fais partie de ce quartier alors que tu ne vis pas dans ce quartier. Ou bien, par exemple, tu ne fréquentes pas les habitants de ce quartier. Donc, une communauté religieuse, justement, a des règles. Et si tu n'es pas dans la logique de ces règles, bon, tu es un croyant, tu crois en Dieu, oui. Tu portes peut-être, tu es un sympathisant de la religion, mais si on doit dire réellement, si on doit rentrer dans les vraies définitions des termes, tu n'es pas religieux. Oui. On peut être croyant sans être religieux. D'accord. Ça, c'est un peu spirituel. Mais où se situe la frontière entre croyance, alors, tradition et superstition? Ici, la superstition, déjà, il faut noter qu'on peut être superstitieux et dont l'origine est la tradition. D'accord. Donc, être superstitieux peut trouver ses origines dans la tradition. Mais ça peut trouver aussi ses origines dans le modernisme. Et dans la religion aussi, non? Et dans la religion aussi. Donc, superstitieux n'est pas forcément lié à une religion ou à la tradition ou au modernisme. Donc, ça peut varier. Et donc, il y a des gens, par exemple, qui se disent mercredi, c'est mon jour de chance. D'accord. Ou bien, mercredi, je ne dois pas prêter de l'argent. Oui, oui. Ça n'a rien à voir avec une religion. Ouais, ça s'est bâti sur la base de son expérience. Ouais. Donc, vous allez voir, par exemple, d'autres communautés, ils prennent pas l'argent avec la droite. Oui. Donc, pour respecter l'autre religion, on te demande de déposer l'argent. Vous allez voir aussi ainsi de suite. Donc, d'autres ont des origines traditionnelles. Mais malheureusement, de façon, je peux dire par abus, on attribue souvent la superstition ou bien le superstitieux à la tradition ou au traditionnaliste. Oui, alors que non, il y a ces phénomènes où, par exemple, la personne se fonde sur la religion, ou la personne se fonde, par exemple, sur son histoire personnelle, ou même son expérience personnelle, tout simplement. Donc, la frontière est déjà claire, parce que le superstitieux n'a rien de scientifique. D'accord. Ok, c'est pas bâti sur quelque chose qui est réel. Voilà, de réel ou et d'explicable. Donc, quelque chose qu'on peut bien présenter. Donc, et souvent, c'est personnel. Bien vrai que ça peut étendre sur un groupe bien donné. Mais par contre, quand tu prends, par exemple, la tradition, ça, c'est autre chose totalement. C'est des valeurs de vivre, c'est des manières de vivre, c'est des styles de vie, oui, et des comportements. Pour la religion. C'est pareil aussi pour la religion. Comme je l'ai dit, c'est une communauté. Une communauté, c'est riche des règles. Donc, pour faire partie de cette communauté, tu dois. Donc, tu n'es pas obligé, mais tu dois obéir, et sinon, tu te retires tout simplement. D'accord. Est-ce qu'on peut construire un foyer solide lorsque les époux ou les épouses ont des convictions différentes? Oui. Oui. Comment? Déjà, encore, je scène en 4 parties ces convictions, puisque les convictions, forcément, vont avoir des fondements. Donc, ces convictions peuvent avoir des fondements. Le fondement peut être côté religion. Donc, là, en ce moment, vous voyez, c'est des convictions religieuses. La conviction peut se baser, par exemple, sur la tradition ou sur la culture.
Les convictions peuvent se baser sur l'expérience personnelle de la personne, ou les convictions peuvent baser sur la vision ou le style de vie que la personne donne à son avenir ou dessine. Donc, vous voyez que déjà sur cette base, il y a deux possibilités. Mais en ce moment, pour qui doit prendre le dessus, monsieur ou madame? Parce que je sais qu'il y a des couples, le monsieur va dire, je ne veux pas de rideau rouge dans ma maison. Il va dire, la manière de disposer ces chaises-là, il ne faut pas donner d'eau, faut pas donner, je pense, le lit doit être disposé pour ne pas que les pieds soient orientés vers la porte. En ce moment, pour qui va dominer? Pour monsieur ou pour madame? Oui, ici, il ne faut pas aller avec dans le sens de la compétition déjà. Donc, c'est écarter déjà la compétition. Et face à ce type de situation, le couple doit toujours avoir pour repère qu'est-ce qui profite à notre foyer, à notre couple. D'accord. Et non, j'ai raison, tu as raison. Mais puisque c'est une question de croyance et de conviction. Oui. Et je vous donne par exemple un cas. Un ami qui m'appelle une fois, il dit, je t'ai suivi sur les réseaux sociaux, face à des pratiques traditionnelles, on dit, ah, un homme ne doit pas faire ça, faire ça. Il dit, moi, je suis catholique, je n'y crois pas. Wow. Donc, c'est vrai que c'est traditionnel, mais je n'y crois pas. Mais bizarrement, ma femme croit en ce que tu as dit. Et il dit, bon, lui, il ne sait pas comment se comporter parce que je lui ai posé d'abord la question, vous vivez ensemble? Il me dit oui. Vous dormez ensemble? Il me dit oui. Ah, mais tu as intérêt à prendre en considération la croyance de ta femme. Ouais. Parce que là, en ce moment, c'est pas amener ta femme forcément à croire. C'est pas toi aussi, ta femme ne doit pas t'obliger à croire en elle. Ici, c'est trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est possible. Et là, quand il y a un cas, on peut illustrer. Mais quand c'est général comme ça, tu dis tout simplement qu'il peut y avoir un juste milieu. Mais quand on précise qu'il y a un cas, là, par exemple, le cas, forcément, il y a toujours un juste milieu. Parce que ce que plein de personnes, le fait qu'on ne fait pas beaucoup de recherches dans le domaine de la tradition et de la culture, la tradition regorge chaque fois une thèse et l'antithèse. Tout ce que vous allez voir comme citation traditionnelle, tout ce que vous allez voir comme pratique traditionnelle, vous allez voir toujours qu'il y a des exceptions. Mais c'est un peu comme la religion aussi. Oui, il y a des exceptions. Et maintenant, c'est une question d'interprétation. Maintenant, la plupart... Oui. Tout à fait, d'interprétation. Là, je pense que c'est ça qui amène aussi certaines, je ne vais pas dire dérives, mais certains... pour que certains prennent d'autres chemins, quoi, peut-être des raccourcis ou oui, bien des... Oui, mais le plus souvent, ceux qui prennent, c'est, comme on le dit là, en expression morée, si vous le permettez, on aime dire katakulre yonko. Ce sont des gens, ils n'ont pas atteint, ou bien ils n'ont pas, leur connaissance n'est pas assez approfondie sur souvent le sujet ou la question. Pour toujours répondre à votre question, je m'amuse souvent avec madame dans ce sens. À Morée, on dit l'homme est le chef de la famille, voilà. Donc, et la première citation que j'utilise, l'expression à Morée, on dit pour nous pour un tireur. Donc, quand tu maries la femme, et tout ce qui est en elle, tout ce qu'elle possède, c'est pour le mari. Voilà. Donc, c'est ça la citation, si on part dans ce sens. Oui. Mais est-ce que c'est le cas en réalité? J'arrive, puisque je vous dis que dans la tradition, il y a toujours l'antithèse. Oui. Donc, mais malheureusement, une fois, j'ai communiqué cette antithèse à madame. Et là, maintenant, je me cherche, lorsque j'envoie cette phrase, elle envoie l'antithèse. Parce que l'antithèse, en Morée aussi, on dit, so neta soit bumbo. Donc, si on reprend en français, c'est la femme de l'esclave n'est pas la femme du maître. La femme de l'esclave n'est pas la femme du maître. Parce que l'homme est le maître et l'esclave en même temps. Non, c'est-à-dire un maître, tu es l'esclave, ok, du maître. Mais ta femme t'appartient. C'est ta femme, c'est pas la femme du maître. So neda, ça soit bon. Donc, en Morée, je peux, par exemple, tu peux être sous ma domination. Mais les choses qui t'appartiennent, par exemple,
ta nourriture, ta manière de vivre, ta maison. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pas pour moi. J'ai de l'autorité sur toi, mais je n'ai pas l'autorité sur toi, tes biens. Oui, ok. Comme ça se comprend. Merci. Oui, oui. Donc, tu vois un peu les limites. Mais en ce moment, la femme même n'a pas de... Je veux dire quoi? Dans le foyer, est-ce qu'on peut dire que la femme a un bien? Puisque on dit elle appartient à l'homme. Elle ou tous ses biens, c'est pour l'homme. Oui, mais ça, c'est l'expression. Mais l'autre limite que je donne, c'est que il y a dans la tradition, elle a une vie privée. Elle a aussi ce qu'on va appeler une propriété privée qui l'appartient aussi. D'accord. Et que l'homme n'a pas d'autorité là-dessus. Merci. C'est ça, ses limites en réalité. Et l'homme a ses limites aussi. Ça, c'est quand même un peu... C'est un peu flou dans ma tête. Mais pose des questions, on peut approfondir sur la question. Vous voyez, et ça encore, on peut l'interpréter. Prenons par exemple dans la tradition. Tu sais que le mariage traditionnel, tu as marié ta femme, mais au fond, c'est deux familles. Oui, qui se marient. Donc, tu décides demain, par exemple, de répudier ta femme ou tu fais sortir tes effets, mais en réalité, tu oublies une chose. Si ta femme connaît très bien la tradition, seulement elle part s'incliner devant ton papa, ses effets rentrent et puis toi, tu n'as rien à dire. Ah bon? Ah ben bien sûr. Même de nos jours, là. C'est là, justement, je dis, on exploite la tradition quand ça nous arrange et on exploite le modernisme quand ça nous arrange. Donc, on se retrouve devant deux situations. On amène tout vers notre direction sans tenir compte. Parce que ce que je viens de te dire, c'est comment on règle un problème lorsque on est dans la logique de la tradition. D'accord. La tradition, en réalité, c'est une question de famille. Et toi, Marie, là, tu n'as pas de décision finale concernant même la vie de votre couple. Ok. Et c'est pareil pour la religion aussi? Dans la religion, oui, il y a plein de religions aussi qui entrent dans ce sens parce que normalement, quand on tue aussi, c'est pas pour rien, on a pris des témoins. Donc, l'affaire doit être gérée, portée à la connaissance des témoins. Les témoins peuvent faire appel au guide spirituel ou bien au prêtre en fonction. Et c'est des échanges comme ça qui peuvent prendre plusieurs temps avant. D'accord. Ouais, donc, il y a tellement. Donc, quand vous prenez dans le domaine traditionnel, vous prenez aussi dans le domaine des religions, il y a toujours des mécanismes. Mais on a développé l'autre côté qui est quoi? L'individualisme. On résume par exemple le couple au noyau. Donc, moi et ma femme. Donc, donc, dès que par exemple on donne l'autorité, c'est comme si c'est l'homme qui est le maître de la maison, c'est-à-dire le dernier mot le revient. Si c'est la dame qui est la maîtresse de la maison, le dernier mot le revient. Et là, on se retrouve avec un couple ou un mariage vraiment très limite. D'accord. Ouais. Est-ce que les WAC, les secrets des femmes, les attachements, est-ce que c'est important pour le foyer? Puisque c'est aussi des croyances. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, vous avez cité, vous voyez, on passe par exemple de la tradition ou de la culture et un peu à la religion, on quitte là-bas et on part dans le domaine, je peux dire... mystique? Bon, mystique, oui. Mais ce qu'on peut résumer, par exemple, de ça, c'est que scientifiquement, là, c'est l'œil du cartésien. Voilà, parce que pendant longtemps, on pense que quand on dit tradition, c'est totalement des choses qu'on ne peut pas expliquer. Sinon, que ce soit le WAC, que ce soit les potions et ainsi de suite, moi, je pense qu'il y a un fond scientifique derrière. D'accord. Un fond scientifique parce que vous prenez, dans la vie courante, vous avez des parfums. Oui. Lorsque vous les sentez, ça dégage en vous de l'agressivité. Il y a des parfums qui agressent. Qu'est-ce que le parfum a créé en vous? En réalité, c'est en respirant, ça part créer ou bien déclencher des hormones et autres qui vous mettent dans cet état. Donc ça, c'est la colère. Mais il y a aussi le volet séduction qui adoucit. Il y a des parfums, quand tu les sens, tu te sens très bien. Ça te relaxe. Donc, vous voyez, on fait de concocter quelques éléments. Et là, par exemple, les origines de ces éléments-là, c'est des fleurs, c'est des plantes, c'est des éléments. Donc, dans la tradition, c'est comme les médicaments. On fait des compositions pour tel objectif, tout simplement. Donc, on peut avoir des potions, que ce soit, et ça peut aller avec les 5 sens, pour le corps, pour les yeux,
voilà, pour le goûter, ainsi de suite. Donc, pour les 5 sens, on peut concocter des produits qui amènent l'homme à des situations ou la femme dans des situations. On peut l'appeler wak, on peut appeler potion, on peut appeler ça comme secret, ainsi de suite. Et vous voyez, de nos jours, il y a pas mal de scientifiques qui ont développé, toujours en se basant sur les 5 sens de l'homme, savoir que quand tu fais ça ou telle partie de l'homme, quand tu le touches, ça donne tel type de plaisir. Chez la femme aussi, c'est pareil. Donc, il suffit qu'à travers sa culture générale, ou par exemple, ses recherches, elle tombe ou bien elle arrive à connaître quelque chose, et puis bon, top, elle fait ça, et puis ça fait plaisir à son mari. Et puis, mais ici, c'est dans le sens de ce que, voilà, l'homme là t'appartient à toi seul, ou bien la femme là t'appartient à toi seul. Non, ou que souvent même, bon, on fait de telle sorte que ses affaires même ne marchent pas pour lui permettre de ne pas faire ci et ça. Oui, et pour ça, je prends une communauté que je devais taire le nom, un pays voisin directement, et donc il y a eu un moment où les jeunes filles de ce pays étaient fréquentes au Burkina Faso, et donc plus précisément à Ouagadougou. On aimait dire que si ton mari tombe dans les mains de ces dames, tellement elle s'est préparée, et tu as perdu ton mari. Bon, donc on peut derrière ça parler qu'on l'a waqué, on a waqué le mari, mais au fond, on a oublié l'autre sens, la langue. C'est-à-dire, arriver, il y a ces nourritures, tu veux toujours découvrir, tu veux toujours manger, ainsi de suite. Et ça crée du plaisir, forcément. Et après ça encore, si après, côté goûter, côté toucher maintenant, si elle va caresser tes pieds, elle va faire tout est un ensemble qui, bon, si tu pars dans la logique, puisque je préfère ne pas rentrer dans le mystique. Mais Thomas, ça, par exemple, moi, je suis pas d'accord. Ok. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que un homme qui veut ça, voilà, qui veut qu'on mette ses pieds dans de l'eau tiède, qu'on caresse sa tête, son cou et tout, tu le dis clairement à ta femme. Chérie, voilà ce que je veux que tu fasses. Désormais, fais comme ça. Et puis, elle va faire, au lieu d'aller chercher dehors, ou bien d'aller trouver dehors et puis vouloir rester là-bas. Donc, on dit que tout est une question de communication. J'imagine vos internautes s'amuser sur ce que tu viens de dire, parce que au fond, c'est très facile. Mais comme on l'a dit, tout est question aussi de croyances. Et ces croyances souvent basées sur l'expérience. La femme dont tu parles peut dire que ça, j'ai par exemple un ami qui dit une fois, revenait du travail comme ça, et depuis la porte, les seins que lui-même, pendant plusieurs années, il a eu des difficultés pour voir. Quand lui, il arrive midi, ce sont ces mêmes seins maintenant qui sont devant la porte comme panneaux publicitaires. Donc, premièrement, lui, il a attiré l'attention. Bon, elle a pris ça, mais avec le temps, il a compris qu'elle n'a pas digéré. Donc, entre-temps encore, elle demande à sa femme, bon, est-ce que tu peux te mettre voilà, souvent sexy et autres. Et la réaction de sa femme, que tu veux que je ressemble à tes bordels qui sont dehors. Non, je ne généralise pas, ok? Mais on parle souvent du principe de cas. Ce que tu dis, il y a des hommes qui le disent à leur femme, mais il n'y a pas de retour dans ce sens, ok? Et ça ne veut pas dire aussi que celles qui font ça vont avoir tout le monde, ok? Voilà, si c'est ça, il y a des restaurants qui préparent bien et autres, mais ça ne pousse pas l'homme forcément à aller épouser la restauratrice et autres. Non. Ici, je présente les sens qui peuvent amener de façon concrète un homme à être impressionné. Sinon, de l'autre côté, on va rentrer dans l'irrationnel. Et là, en ce moment même, je ne pourrais même pas défendre quoi que ce soit. Mais par contre, je pars sur des faits où c'est clair. Avec, par exemple, du parfum, tu peux créer des sensations de séduction chez un homme. Donc, une dame peut passer... Avec les wusuna, les bayas. Oui, mais voilà, puisqu'il y a les 5 sens, oui, il y a tout ça. Et rien qu'il y a les yeux, donc il y a pas mal. Donc, il faut d'abord se concentrer sur les 5 sens et savoir, dans les 5 sens, que ce soit la femme ou l'homme,
c'est quel sens en réalité qui peut donner plus de plaisir à mon homme, c'est quel sens qui donne plus de plaisir à ma femme. C'est bien de pouvoir remarquer, de prendre en considération cela. Est-ce que les conflits les plus fréquents liés au couple, ça peut être quoi? Les conflits liés aux croyances dans le couple. Déjà, les plus fréquents, ouais, ça peut être quoi? Moi, c'est lorsque l'autre pense que c'est pour lui. Qui est correct. Qui est correct. Et il y a un philosophe qui le disait, ou qui le dit, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. C'est pour dire tout simplement, on doit mettre tout, même tes croyances les plus, par exemple, le sommet de tes croyances, il faut toujours accepter, mettre ça à l'observation de l'esprit critique. Il faut toujours remettre en cause, poser des questions. Devant certaines personnes, ça passe pas, hein, parce qu'il y a des gens qui ont cette croyance tellement profonde, rigide, qui n'acceptent pas du tout une autre, je vais dire quoi, une autre croyance en fait, parce que pour eux là, c'est ça ou rien. Mais vous savez, une croyance est fondée forcément sur une idée. D'accord. Ok, donc quand on veut attaquer une croyance ou bien on doit donner les limites, il faut trouver l'idée, les fondements. Oui, naturellement, par exemple, depuis ton enfance jusqu'à la date d'aujourd'hui, tu as une idée que tu as de ton grand frère. Tu vois? Imagine le jour où ta femme dit que ton grand frère est comme ça. Tu vois, elle dit ça facilement. Mais elle oublie que tu as une idée qui date, par exemple, de 30 ans. D'accord. Tu vois, donc, le fait même déjà de ne pas considérer cela, c'est très dangereux parce que il a une idée. Mais réellement, c'est pas l'âge de l'idée qui fait que l'idée est réellement vraie. Mais ça a créé en lui une conviction. Et la conviction est profonde parce que depuis 30 ans, il sait que son frère n'est pas comme ça. Et toi, tu viens d'arriver 3, 4, 5 ans, tu mets un problème sur la table dont ton mari ne sait pas. Et ça peut être vrai, tout simplement. Donc, je rejoins un peu ta croyance dans ce sens. Vous voyez, quand ça arrive à ce niveau, il faut être stratège, tout simplement. D'accord. Parce que ici, maintenant, on a une idée dont toi, tu es convaincu que c'est vrai et que lui, en réalité, de son expérience, qui est vraiment enfouie, il a autre vision. Donc là, en ce moment, c'est une stratégie. Par exemple, quand on a une idée, il faut forcément encercler, aller jusqu'à la profondeur. Qu'est-ce qui te fait? Et la personne va rentrer dans l'histoire et la personne va dire, mon grand frère, depuis tant. Et tu vas suivre la logique, ainsi de suite. Et c'est là maintenant, tu peux maintenant, avec des questionnements, sur chaque étape, créer ce qu'on va appeler le doute. D'accord. Et c'est pour cela, souvent, l'intervention d'une personne extérieure est très efficace. Parce que c'est sur la base des questionnements que même lui, il va commencer à douter. Et quand il doute, c'est la base. Donc, c'est amener d'abord la personne. Donc, quand une personne a une conviction, donc dans un couple, quand un des partenaires a une conviction très approfondie, l'autre doit travailler à créer le doute par plusieurs moyens, par plusieurs méthodes. OK, tout simplement. Et ce doute-là peut amener la personne déjà. Et quand la personne commence à douter, c'est le bon départ déjà de la compréhension. C'est peut-être la femme là qui va douter, sinon les hommes là, c'est pas évident, hein, puisque c'est dit chef de famille, c'est eux qui gèrent tout, c'est eux qui décident de tout. Oui, mais vous avez un problème avec ça parce que, vous voyez, c'est comme on aime dire, hein, les mots aussi aiment le nam. Oui. Mais ça n'empêche pas que dans la tradition, la femme, moi aussi, a un rôle crucial aussi à jouer, qui n'a rien à voir prendre la chefferie pour gouverner le village. Cette femme-là, c'est quand elle est âgée. Sinon, une jeune femme, son rôle comme ça dans la tradition Mouaga, c'est pas ça. Hein? Je ne m'y connais pas, mais généralement, quand on voit la femme sur la table de décision dans la tradition Mouaga, soit elle est ménopausée ou elle est un peu âgée. Selon la jeune femme active,
on va dire, active comme ça, Mhm. qui procrète Mhm. encore, Mhm. En tout cas, je n'ai pas encore vu. D'accord. C'est une jeune dame qui a été envoyée en mission d'espionnage pour connaître la stratégie de guerre des autochtones de Ouagadougou. En fait, j'allais dire jeune fille vierge et puis femme ménopausée. Ce sont les Mhm. deux, je vais dire quoi, deux extrémités des femmes qui Mhm. sont dans la tradition Mais il y a aussi. une chose que tu as bien dit dès le départ, à la limite de mes connaissances. Vous voyez, dès l'arrivée du colon, depuis 1800, je dis, on a une guerre qu'on a arrêté de mener. Mhm. De 1800 à aujourd'hui, donc de 1890 à aujourd'hui, dès l'arrivée du blanc, on a un comportement que nous avons commencé qui fait qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas. Scientifiquement, on n'a pas fait carrément de recherches. On n'a pas fait, et des scientifiques ne se sont pas beaucoup appesantis ou concentrés sur, par exemple, le rôle de cette même jeune fille dans la société, qui est vraiment crucial, très crucial. Il y a des pratiques traditionnelles, même pas vierges, et même pas forcément mariées ou autres, où la jeune fille a des rôles bien déterminés. Et il y a des communautés où cette même jeune fille, où on ne demande pas d'être tant, ainsi de suite, non, a des rôles bien déterminés. La preuve, c'est que quand tu prends chez les Moussi, même marié, quand il revient, quand il revient pour des cérémonies en famille, on les appelle Kompouli. On les appelle toujours jeunes filles. Mhm. Et c'est-à-dire qu'on les met toujours dans le même panier que les non-mariés, que les jeunes filles aussi. Rien que déjà avec cette expression, ça montre qu'il y a ces rôles bien déterminés où on ne fait pas de différence entre celle qui est mariée et celle qui n'est pas mariée quand il s'agit des activités ou des cérémonies du village. Mais malheureusement, nous retrouvons notre génération, on maîtrise plus la culture d'autres communautés, on Oui. maîtrise plus d'autres pays, mais on ne maîtrise pas ce qui se passait réellement avant. Et c'est sûr aussi que s'il n'y avait pas eu, par exemple, la colonisation ou tout ce qui est engrainé, forcément, l'évolution s'impose parce qu'une culture n'est pas figée, une culture D'accord. évolue. Mais actuellement, on a une culture de 1890 Qui est toujours là. qui est d'actualité parce que tout simplement pendant de 1890, il y a ce qu'on va appeler blackout. Il y a un vide qui est là. Mhm. Et présentement, cette nouvelle génération qui veut réveiller les traditions, qui est en train de réveiller la culture, n'a pas autre repère que les repères de 1890. Donc, c'est comme si on doit repartir de là-bas maintenant pour redessiner une nouvelle tradition. Donc, c'est un peu ça. Quand on parle du mariage traditionnel, on parle du mariage avant 1900. Après 1900, quand le colon est venu, c'est autre chose totalement qui a été imposée. Donc c'est là maintenant la religion et ainsi de suite. Et quand vous regardez que ce soit la période de colonisation, et vous regardez la date d'aujourd'hui, vous prenez nos lieux historiques et autres, vous allez voir que ça se retrouve dans l'administration publique et autres, tout ça. Et il n'y a pas, par exemple, eu, parce que ceux qui géraient carrément l'administration étaient plus le colon, donc bon, il n'a rien à faire avec nos cultures et autres. Donc, c'est aussi ça qui nous a limités, qui fait qu'aujourd'hui, il faut que nous créons au besoin, il faut créer des assises sur les traditions, sur notre culture, pour voir comment on redessine. Parce que pour conclure, par exemple, cette partie, la culture qu'on s'est soi-même imposée reste notre culture. Mais la culture imposée par autrui, ça, c'est de la violation. Wow. On va revenir dans la croyance. Comment éviter les différences ou les divergences de croyances qui deviennent des sources de rupture dans le couple? Oui. Pour moi, c'est, comme on l'a dit, c'est lorsque la dictature s'installe. D'accord. Et la dictature, c'est pas que l'homme n'a pas d'autorité. C'est pas que l'homme n'est pas le chef. C'est les rôles de tout un chacun. OK? Maintenant, le plus souvent, moi, ce qui revient le plus, ce n'est pas souvent la religion. On note ça, et moi, quand je vois les divergences de croyances dans les couples là, c'est pas souvent la religion,
c'est pas souvent la culture ni la tradition. C'est Le quoi plus alors? souvent, c'est les expériences personnelles du couple. Ah bon? Ouais. Les expériences personnelles du couple, c'est quoi? Et mon père faisait ça, je le fais. Ma mère faisait ça, ma mère pense comme ça, ainsi de suite, c'est comme ça. Ma mère gérait comme ça son foyer, mon papa gérait comme ça le foyer. En réalité, c'est sur la base. Ou bien, mon père a fait ça et il a échoué, ou bien il n'a pas fait ça, ou bien ma mère a eu à faire ça. Voilà, il y a d'abord ça. Et ensuite, il y a même lui-même perso, ou elle-même personnellement. Voilà, je suivais une copine, et puis ça a été comme ça. Ah non, il y a un monsieur qui a été comme ça. Donc, ces croyances sont plus source même. Et je préfère même dire que ce sont ces croyances personnelles, parce que les croyances personnelles, là, c'est pas encadré. Mais lorsque la D'accord. croyance est vraiment religieuse ou traditionnelle, il y a des Oui, sources oui, supérieures. on peut Oui, on peut vérifier. vérifier. Mais lorsque les croyances personnelles, là, en ce moment, il n'y a pas de repère stable, il n'y a pas d'indice. Et souvent, c'est soit inconsciemment ou souvent la personne ne se rend même pas compte. Mais est-ce que les parents, par exemple, papa et maman, peuvent influencer sur le couple? Et là, je ne vais pas vous mentir, dans plusieurs communautés, les papas influencent moins le couple. Ah Mais bon? les mamans, si. Ah oui, Ouais, Thomas, oui, comment ça? si. Les mamans influencent plus. Mais vous allez voir, le papa, genre, appeler son garçon, le dire ça, 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 c'est tellement rare, c'est dans plusieurs communautés. Mhm. Même chose aussi, le papa appeler sa fille, dire ça, 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 c'est tellement. Mais par Rare. contre, vous allez voir côté mère, c'est autre chose. Voilà, Mhm. mère, la maman va appeler sa fille, la maman va appeler son garçon. Ah Mhm. non, mais tu peux pas accepter ça. Voilà, ta femme ne Oui. peut pas faire ça, ainsi de suite. Mais vous allez voir rarement le papa appeler son garçon dire que voilà, faut pas accepter ça, ainsi de suite. Et Ah, bizarrement encore, c'est culturel. encore nous les femmes. En réalité, vous êtes like quoi, alpha et oméga, vous êtes le début et la fin même. On va parler maintenant des croyances et l'éducation des enfants. Oui, Comment transmettre ces valeurs sans imposer ses croyances sur l'enfant? Est-ce que c'est possible même? Parce oui, qu'on on déteint ce qu'on a appris de par nos parents. non, là, par exemple, imposer peut être le mot, C'est un peu c'est un peu fort. fort, Ok. oui. Hmm, C'est de la manière, l'éducation, c'est la manière, d'accord. ok? Et ça, traditionnellement, il y avait tellement de techniques. Tes enfants peuvent s'asseoir comme ça et tu les donnes des arachides Mhm. et tu es en train de les éduquer Oui. et tu les observes. Hmm. Donc, tu parles et peut-être un va se concentrer seulement à manger Ils n'écoutent et pas. il n'écoute pas. L'autre va s'asseoir au lieu de manger, il Écoutez s'arrête, d'abord. il t'écoute, il te pose des questions. Tu vois, dès que ça, tu ne réagis pas. Parce que tu as déjà, il y a un, tu sais qu'il y a déjà un acquis, et il y a Hmm, l'autre, tu sais qu'il y a un travail à faire. Vous voyez, d'accord. donc dans l'éducation, c'est une question aussi de technique et de stratégie. Ce n'est pas forcément la violence, ok, mais c'est des manières qu'on peut amener l'enfant à avoir telle valeur ou à être ça, ainsi de suite, petit à petit, sans Hmm, forcément. Les enfants ont besoin de quelque chose. Tu utilises par exemple ça comme appât, tout simplement, et tu les amènes à aimer ou par exemple à ne pas faire tout simplement. Donc c'est d'accord. vraiment plus de techniques. Mais on parle d'enfants. Et Hmm. quand on parle d'enfants, il y a de ces choses qu'il ne faut pas, comme on le dit, si tu fuis la pleure tout de suite, ah mais tu vas pleurer après. Oui, Et oui. ça, en ce moment, c'est comme le bois, quand ça devient sec, on ne peut plus tordre. Et l'enfant, c'est toujours humide, donc tu as la possibilité de Hmm. l'orienter vers de bonnes directions. Mais par exemple, si on prend le côté religieux, Oui. chez les musulmans, par exemple, depuis la bas âge, je sais que chez les chrétiens, c'est pareil, mais bon, je suis musulmane, je peux mieux m'exprimer. Depuis le bas âge, on apprend l'enfant à prier. Il y a des enfants qui ne veulent pas, surtout au niveau de l'âge adolescence, ils ne veulent pas. Souvent, ils sortent même, ils disent, ah, papa me force à prier, moi, je ne veux pas. Et il grandit avec ça, puisque ce n'est pas sa conviction.
ça fait qu'il peut détester même la religion et ne pas prier, alors que bon, en fait, il le fait juste pour satisfaire le papa. C'est là même les religieux doivent faire très attention. Mhm. Ok? Et c'est pour cela qu'on aime dire, tu peux forcer un animal à aller au marigot, mais le forcer à boire, tu ne peux pas. Déjà, c'est scindé en deux, puisque tu as pris l'exemple de la prière. Mhm. Tu peux prier sans forcément être religieux. La prière n'est pas forcément religieuse. Comment ça? On prie parce que, bon, c'est vrai qu'on a souvent sa connexion avec La Dieu. religion utilise la prière, oui, mais la Ok. prière peut ne pas être forcément religieuse. Aux enfants, il faut être plus objectif que subjectif. Okay? L'objectivité, c'est le présenter réellement, comme on a dit, donner des ailes aux enfants. C'est leur donner carrément de l'espace, des possibilités. Mais quand on l'oriente, ça c'est on leur donne des possibilités, mais derrière ça maintenant, on peut véhiculer d'autres valeurs maintenant qui l'amènent à savoir, ah, pour cela, je suis obligé de suivre tel chemin ou de pratiquer, par exemple, telle chose, telle chose. Et quand je dis la différence entre les deux éléments-là, c'est que quand vous prenez la prière, un joueur de football, n'importe qui, dès que peut-être peut se retrouver seul et, et prier. Prier. Oui. Allahu Akbar ou bien au Non, nom du Père ou du Fils. non. Prier, c'est se connecter à un esprit supérieur, tout simplement. Se connecter à un esprit supérieur, tout simplement. Prier, c'est se concentrer et créer une connexion à un esprit supérieur. Qui est Dieu, On peut donner n'importe quel nom maintenant. l'univers. Oui. Maintenant, déjà, par exemple, l'enfant, ça, on le guide. Qu'est-ce que toi tu veux? Oui, on part dans l'univers de l'enfant. Parce qu'il y a de ces éléments, étape par étape. Il y a des choses, c'est quand il aura 10 ans qu'il peut comprendre. Quand il aura 15 ans qu'il peut comprendre. Quand il aura 20 ans. Donc, il ne faut pas déjà, par exemple, à 5, 10 ans, vouloir l'étouffer avec carrément des choses où il faut carrément à 15 ou à 20 ans. Donc, quelle que soit les croyances des deux parents, musulmans, chrétiens ou même traditionnels, on ne doit pas influencer l'enfant. On doit l'influencer, mais pas, par exemple, l'imposer. C'est l'imposition qui crée la rébellion. On peut l'amener à ne même pas avoir autre choix. Vous comprenez? On peut l'amener à ne pas avoir autre choix, mais sans forcément l'imposer. Ce sont des techniques éducatives, même dans le milieu traditionnel. On te présente un proverbe maoré qui dit, si tu veux chasser un vieux, tu lui dis, si tu ne vas pas entrer, il faut sortir. Mais tu vois, quand tu lui dis ça, tu ne l'as pas chassé, tu ne l'as pas dit. Mais ce sont des manières, ok? Donc, c'est présenter des facettes, des possibilités. Mais même quel que soit le choix qu'il va faire, ça sera le même résultat. Et c'est après qu'il va se rendre compte, mais papa ou bien maman m'a eu. Mais il le fallait tout simplement. Donc, ici, c'est déjà cerné. Donc, quand on parle de prière, c'est déjà l'amener à un niveau supérieur. OK? Et l'imposer la religion, et on aime dire que, par exemple, l'enfant va suivre la religion. Mais prenons le cas où on a affaire à deux religions, deux pratiques dans la maison. L'enfant doit prendre la religion de qui? Ah, c'est la bonne question parce qu'on voit des enfants qui deviennent chrétiens parce que maman est chrétien, des enfants qui deviennent musulmans parce que papa est musulman. C'est ça, les difficultés de notre époque, c'est que, comme on le dit, les référentiels. Si notre référentiel était traditionnel, c'est clair. Je suis traditionnaliste. Attends, mon enfant va honorer quel ancêtre si ce n'est pas directement mon ancêtre? Il n'y a pas aller-retour si Donc, je suis. C'est pas l'ancêtre de la maman qui va. Parce que traditionnellement, même dans la famille de la dame, on dira, la femme n'a pas de religion. Elle épouse la religion de son mari. Donc, traditionnellement, elle épouse les traditions de son mari. De son mari. Elle quitte son village et elle vient dans un autre village. Et vous prenez par exemple le cas
où elle tombe, puisque c'est ça, je dis, nos référentiels ont des problèmes. Vous prenez par exemple dans un village où tout le monde pratiquait la religion traditionnelle. Donc un père de famille a des obligations chaque année de dire merci aux ancêtres et avant la saison des pluies, demander. Donc il y a au moins 2 rituels que le chef de famille doit faire minimum dans l'année. Tu as ta femme qui doit t'accompagner dans ces rituels. Ok? Pas une autre femme. Donc dans les rituels, traditionnellement, c'est la femme qui va amener le dolo, c'est la femme qui va amener le zomko. Mais dis-moi, si elle dit qu'elle est musulmane, il y a un problème. C'est toujours, j'ai dit, on a un souci de référentiel. Parce que on se retrouve, on ne sait pas comment, on fait des interférences. On ne sait pas. Les gens utilisent la tradition entre-temps, ils sont religieux, ils parlent de catholicisme, alors que non, on reste dans la logique. Si c'est dans la tradition, elle vient, elle épouse la religion, les pratiques de son mari, parce que tout simplement, il s'associe pour honorer les ancêtres. Donc, il y a des rites où forcément, c'est sa femme. Même qu'il y a des rites qu'on doit même exécuter dans la case même de la dame en question. Et c'est elle-même qui doit être présente. C'est elle qui doit préparer, ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas d'équation. Cette histoire de la femme n'a pas d'identité, là, c'est tellement vrai. Ah, mais quand vous dites ça, non. Identité, vous pensez quoi, identité? Non, tu es chez ton papa. Tu quittes chez ton papa. C'est le papa a autorité sur toi. Tu pars chez ton mari. C'est le mari qui a autorité sur toi. Ça, c'est l'œil de quoi? Ça, c'est l'œil, par exemple, de la française. Pas de la française. Non, ça c'est l'œil de la française. Et parce que quand tu prends l'œil, par exemple, de la femme traditionnelle, c'est autre chose totalement. Elle ne voit pas ça. Non, non. C'est comme aujourd'hui, par exemple, tu suis une religion. Toi, par exemple, tu n'arrives pas à comprendre que quelqu'un te dit que Dieu n'existe pas. Ça, c'est vrai. Oui, toi, tu n'arrives pas à comprendre. Mais la personne aussi ne peut pas comprendre que toi, tu penses que c'est en priant que tu vas avoir. Alors que jusqu'à présent, ceux qui font évoluer le monde, c'est pas à travers la prière. Oui. Ah, Donc, c'est déjà, il faut relativiser chaque fois. Oui. Il faut savoir tout simplement que l'œil qui critique la femme traditionnelle n'est pas l'œil de la femme traditionnelle, mais c'est plutôt une autre culture qui critique la femme traditionnelle. Et en même temps aussi, l'information qu'on a de la femme traditionnelle, c'est l'information de 1900. Donc, c'est ça qui est, on Sinon, essaie. ça a Donc, évolué. mais ça doit évoluer. Non, je n'ai pas dit que ça a évolué. Ça n'a pas évolué parce qu'on est présentement à une situation où ceux qui doivent valoriser la tradition est souvent, soit par exemple influencés par la culture arabe, soit influencés par la culture européenne, soit influencés par la culture américaine. Vous voyez un peu ça. Donc présentement, c'est quel type de référentiel ils vont mettre en place. Si par exemple, on sait que dans la tradition, tu dois être ça, ça, ça. Par exemple, normalement dans la tradition, si tu es un chef de famille et que ton père ne vit plus, tu dois honorer les ancêtres. Donc tu prends aujourd'hui un monsieur, il n'est ni catholique, il n'est ni musulman, bon, mais il porte peut-être souvent même les deux noms, mais bon, il dit qu'il est animiste ou bien il suit la religion traditionnelle, mais au fond, il n'a rien d'exécution, il ne fait rien de la religion, sur la religion traditionnelle. Il ne pratique rien dans ce sens. Donc, on se retrouve dans cette situation. Ou bien tu vas voir carrément d'autres leaders, des décideurs, qui peuvent, par exemple, révolutionner la culture et autres. Mais tu vois aussi qu'ils sont influencés aussi par exemple, l'Europe ou par exemple, l'Asie, ainsi de suite. Donc, nous, on manque de repères et de référentiels. D'accord. Voilà. Est-ce que certaines croyances peuvent avoir un impact négatif sur la vie de famille? Oui. Lesquelles? Je l'ai dit tantôt, hein, c'est ce que les gens négligent, c'est surtout l'expérience personnelle. Ah, toujours. Oui, l'expérience personnelle. Je le mets carrément au sommet parce que l'expérience personnelle, les gens viennent avec déjà des idées arrêtées, des idées préconçues. Et ces idées préconçues, ils ont une idée du couple. Ou d'autres, peut-être, ont caché leur ambition ou leur croyance juste le temps du mariage, tout simplement. C'est compliqué, hein, Thomas, cette histoire-là. Ouais.
On va observer une petite pause et on revient pour conclure. Sambisi! Moi, c'est Mr. Maxit. Au Faso, peu importe ton réseau. Maxit, c'est pour tout le monde. Avec moi, tu scannes, tu payes sap. Besoin de cash, tu retires moins cher. Et chaque semaine, des bonus à gogo. Donc, si t'es pas encore sur Maxit, scanne ce QR code et rejoins-moi. Y a ton Renda. Orange Monnaie. Vous êtes à l'émission Au cœur du foyer où aujourd'hui on parle de croyances. Quand les croyances s'invitent dans le foyer, source d'unité ou de conflit, et notre invité est Wendiam, Thomas Dakin-Vidrago. Il est promoteur des expressions et des patrimoines culturels. Thomas, on est pratiquement à la fin de l'émission. On va aborder maintenant les solutions, encore les questions, les conseils du moins. Quels conseils donnerez-vous à un couple confronté à des divergences de croyances? Douter. Mettre sur chaque fois la table les Le doute. négociations, les doutes. Douter. La Par exemple- certitude tue carrément les mariages. Par exemple, la religion musulmane, il ne faut pas qu'on se mente. Là-bas, il n'y a pas de doute. Pour ce que je connais, Mhm. on te dira une femme musulmane, c'est ci, c'est ça, et tu dois le faire. Il n'y a pas de doute. Mhm. Et c'est vrai que c'est les écrits et tout, mais Mais j'ai dit chaque fois, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit dans la tradition, comme l'éminent capitaine l'a dit une fois, on ne peut pas les interpréter de la même manière si on est pauvre et si on est riche. C'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs versions en fonction de ta situation, en fonction de ta position. Et même la même position, il y aura toujours des antithèses, il y aura des approches. Toujours. Et je vous donne un cas. Dans la tradition, manger avec une grande personne, normalement, ta main ne doit pas cogner sa main dans le plat. C'est interdit. Donc, vous voyez, donc tu manges avec une grande personne. Mais quand ça coince, ça fait quoi? Merci beaucoup. Ça, maintenant, c'est une question maintenant d'interprétation. Et ça va maintenant dans le sens de ce que soit la personne incarne. Et j'ai essayé d'initier très tôt parce que cette situation m'est arrivée personnellement avec un grand-père. Et j'étais carrément froid quand il y a eu l'incident. Et le grand-père a souri et il m'a dit tout simplement, tu sais, cogner la main dans le plat avec quelqu'un signifie que vous êtes des amis. Parce que tu ne mangeras pas avec ton ennemi. Wow. Donc, c'est pas mauvais en soi. Non, je dis maintenant, c'est l'interprétation. Si, parce que c'est mauvais, parce que c'est aussi manque de respect. C'est manque de patience. Parce que, oui, dans le respect, tu attends, il enlève, toi tu l'enlèves. Ça fait partie des codes. Voilà, donc, mais quand ça arrive, on peut l'interpréter de telle sorte à aller dans le sens de la solution. Donc, c'est pareil que ce soit dans le domaine de la religion, que ce soit dans le domaine de la tradition, on peut toujours aller dans le sens de concilier. D'accord. Et selon vous, quelles sont les valeurs qui devraient toujours unir un foyer, quelles que soient les croyances? Le pardon. Bannir chaque fois la raison. Ils cherchent pas, en vrai, il faut jamais chercher même à avoir raison. C'est vraiment le pardon. Il faut chercher l'unité, il faut chercher la compréhension. L'acceptation. L'acceptation, oui, mais la raison, avoir raison, ça ne doit pas être réellement le but de chercher dans un couple. Tu vas prendre ta raison à faire quoi? Question. Et finalement, qu'est-ce qui compte le plus pour construire un foyer heureux? Partager les mêmes croyances ou partager les mêmes valeurs? Je dirais la complémentarité. Même pas de croyances ni de valeurs. Moi, je suis plus dans la complémentarité. Si vos croyances peuvent se compléter, waouh, c'est le sommet. Si vos convictions se complètent, waouh. Si vos traditions
vos valeurs se complètent, waouh. Parce que l'autre, c'est les deux extrêmes. L'humain ou Oui. l'autre? Voilà, c'est-à-dire les deux extrêmes, c'est quoi? C'est soit tu veux imposer toi ta religion, soit vous avez la même religion. Mais je suis toujours dans la complémentarité. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir la même religion, les mêmes croyances, et aller tomber dans le trou ensemble. Là où, si j'avais une autre croyance, j'allais te faire sortir de là. Donc, pour moi, les couples qui arrivent à réussir, c'est les couples qui arrivent à développer ou à venir avec des valeurs peut-être différentes, mais complémentaires. Là où seulement c'est dangereux, il ne faut pas que la croyance rentre dans le sens des divergences. Il ne faut pas que les valeurs soient divergentes. Il ne faut pas aussi que les croyances soient divergentes. Mais lorsque ça se complète, pour moi, c'est l'idéal. Là, vous mettez à un niveau exponentiel votre couple. D'accord. Merci beaucoup, Thomas. C'est à moi de vous remercier. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission au cœur du foyer. Et on retient que les croyances font partie intégrante de notre identité et de notre histoire. Mais au-delà des différences de croyances, ce sont souvent le respect, le dialogue, l'écoute, l'amour qui permettent aux familles de rester unies. Merci à notre invité encore pour ses éclairages et merci à vous de rester connectés sur Mousso News. Rendez-vous à très bientôt pour un autre numéro au cœur du foyer, l'émission qui place vraiment la famille au centre de nos réflexions. On se dit à très bientôt, mais en attendant, restez toujours connectés sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes.